Dans quasi toutes mes vidéos, je parle de la France, bien sûr, mais je parle également très souvent de l'Europe. Alors pourquoi est-ce que je parle autant de l'Europe et pourquoi je pense que le réveil de l'Europe est absolument nécessaire dans les mois qui viennent? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes. Je vais essayer de faire très court dans cette vidéo. D'abord, je pense qu'il est pertinent de parler d'Europe parce que c'est la civilisation à laquelle la France appartient. La France est un immense pays, bien entendu, mais il est enchâssé dans quelque chose d'encore plus grand que lui, qui est la civilisation européenne. Nous partageons avec tous les pays d'Europe des références culturelles, des références religieuses, bien entendu, mais aussi des caractères ethniques qui font que la civilisation européenne est un tout cohérent qui se distingue des autres populations, des autres civilisations à travers le monde. Et cette civilisation, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui a révolutionné l'histoire de l'humanité. On le sait grâce au travail de Charles Murray dans son ouvrage Human Accomplishment, 97% des accomplissements scientifiques ont eu lieu en Europe ou en Amérique du Nord, ce qui est donc le monde européen au sens large bien entendu, puisque les États-Unis ont été fondés par les Européens. Donc on a 97% des inventions qui viennent de notre civilisation. Sans les Européens, l'humanité ne serait absolument pas au niveau de confort, de prospérité auquel elle est actuellement. Bien entendu, l'Europe, c'est aussi une puissance culturelle qui exerce une fascination extraordinaire sur le reste du monde, avec beaucoup de gens qui appartiennent à d'autres civilisations, qui lorgnent quand même avec envie, et parfois jalousie, vers nous, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui donnent envie quand on appartient à un autre monde. L'Europe, c'est aussi un bloc géostratégique de première importance, même s'il est aujourd'hui clairement sous-exploité. Alors sur la définition de ce qu'est l'Europe et quels pays appartiennent à l'Europe exactement, moi j'ai une vision très large. Je pense qu'il existe un monde européen qui existe en dehors de l'Europe continentale. Ce sont par exemple les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des bouts d'Europe hors d'Europe, puisque là où il y a des Européens, il y a l'Europe. Voilà mon idée un peu romantique sur la question. Enfin, pas si romantique que ça, parce que je pense qu'elle a vraiment un énorme fond de vérité, mais force est de constater que, on va le voir dans quelques instants, c'est une définition un peu trop large, en tout cas pour l'instant, puisqu'il y a au sein de ce monde européen des affrontements qui font que l'Europe, c'est l'Europe géographique, l'Europe continentale, avec bien sûr la question de la Russie qui s'est elle-même mise hors d'Europe ces derniers mois, on va y revenir, mais dans un monde idéal, là encore, la Russie aurait vocation, au moins dans sa partie ethniquement européenne, à rejoindre, bien entendu, cet ensemble européen. Mais bon, une autre voie a été choisie, semble-t-il. Alors, bien entendu, cela n'empêche pas la pertinence de l'échelon national. Je n'efface pas la nation française dans cet ensemble civilisationnel européen. C'est un ensemble complémentaire. L'échelon national est aujourd'hui indépassable. Il faudrait que je fasse une vidéo avec un débat peut-être d'ailleurs sur cette question. Moi, j'ai un avis qui n'est pas celui d'un pur nationaliste hyper franco-français, mais malgré tout, je reconnais très volontiers la pertinence de cet échelon, notamment quand on est la France et qu'on est un grand pays. Enfin, bon, même si aujourd'hui ça peut se discuter un peu, mais à cause du gauchisme, à cause de l'immigration extra-européenne, à cause du macronisme. Mais bon, dans l'idéal, la France est quand même un très grand pays qui a quand même un poids géostratégique, économique, culturel, démographique important. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas noyer les nations dans cet ensemble européen que je décris, qui n'est d'ailleurs pas l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, parce que l'Europe dont je parle, c'est pas l'Europe technocratique de Bruxelles qui nous impose son gauchisme, etc. Non, c'est évidemment plus large que ça, j'imagine que vous l'aurez compris. Même si, à Bruxelles et au Parlement européen, il peut se passer des choses super intéressantes, d'autant que dans toute l'Europe, on est en train d'assister à une bascule à droite qui peut avoir des effets positifs sur la France. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, l'Europe doit se réveiller. C'est pour ça que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est pour ça que je vous fais celle-ci, parce que pour moi, c'est important que les Européens comprennent qu'ils sont face à des menaces qui les identifient en tant qu'Européens et qui les obligent à réagir en tant qu'Européens, sans oublier bien sûr leur caractère national. Alors, il y a bien entendu la menace de la Russie, j'en parlais à l'instant, la Russie qui elle-même a décidé de se construire en opposition à l'Europe. C'est par exemple le sens de ce message de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui a déclaré « Je ne veux pas paraître anti-européen, mais durant les 500 dernières années, toutes les tragédies dans le monde ont leur origine en Europe, ou bien ont eu lieu à cause des politiques européennes. Donc là, il nous parle de la colonisation, de Napoléon, des guerres mondiales, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a un discours anti-européen assumé chez les hauts dignitaires russes. On a également Dimitri Medvedev, qui est là encore une grande figure russe, qui a été président, premier ministre de Poutine, etc., etc. Donc c'est pas n'importe qui. Medvedev qui, dans un tweet de mai 2023, évoquait la Pologne temporairement occupée par le gouvernement actuel, sous-entendu que les Russes pourraient se saisir de la Pologne à nouveau.
donc la Pologne temporairement occupée, et nos provinces baltes. Donc tous les pays baltes auraient vocation, selon Dimitri Medvedev, à rejoindre l'Empire russe. Voilà ce que nous disent les hauts dignitaires russes, et il faut les écouter. On peut considérer que c'est de l'esbrouf et une manière un peu de montrer les muscles, mais pour moi c'est un discours impérialiste qui s'oppose clairement à l'Europe. Et là on parle de l'Estonie, de la Pologne, etc. Enfin franchement, c'est un discours qui est objectivement inacceptable. Et d'ailleurs, la Russie est considérée comme une menace pour l'Europe et même pour la France par tous les responsables politiques de droite aujourd'hui. On a Jordan Bardella, qui, à la question « Est-ce que la Russie constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et pour des intérêts français ?» Eh bien, sa réponse est claire à Jordan Bardella. À l'évidence, la réponse est oui. Donc la Russie constitue une menace. Marine Le Pen a récemment réagi face à des menaces de la Russie quant à Mayotte, en déclarant que ces ingérences russes et ces tentatives de déstabilisation n'étaient pas admissibles. Et on a même Reconquête qui, par la voix de Sarah Knafo, a déclaré que la Russie constituait une menace, que c'était même indéniable. Voilà les mots de Sarah Knafo de Reconquête. Donc vous voyez qu'il y a l'existence d'une menace russe à laquelle la France et l'Europe doivent faire face. C'est une nécessité objective. Même si vous appréciez celui qui vous menace parce que vous pensiez que c'était votre ami, bah en fait, il y a un moment où il faut que vous considériez que ça peut être un ennemi. C'est tout, voilà, c'est de la logique. Ça veut pas forcément dire que vous allez rentrer en guerre contre lui, évidemment, mais ça veut dire que vous devez analyser de manière réaliste la situation et accepter que l'Europe est visée comme telle et qu'il faut qu'elle se pense comme telle pour réagir. On a également une menace du côté des États-Unis, de Trump. Alors là, c'est assez incroyable, parce que je dois avouer que je suis assez dévasté par ce tournant politique de Trump, qui est pour moi une catastrophe. J'en ai fait plusieurs tweets sur la question, mais Trump a décidé sur le dossier du Canada, et du Groenland, de se lancer dans une surenchère belliciste qui a pour objectif de ramener le Groenland et le Canada dans le giron américain. Et le tout en attaquant un pays européen parmi pourtant les fidèles alliés des États-Unis, le Danemark. Le Danemark qui acceptait que sur la province du Groenland, il y ait déjà une base militaire américaine. Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Regardez, on le voit là qui répond à des questions en conférence de presse, et voilà ce qu'il déclare. « Nous avons besoin du Groenland. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut faire sans lui, sans ce territoire. Nous ne pouvons pas faire sans lui. » Voilà ce qu'il affirme. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans une explication sur cette question du Groenland. Je dois avouer que je trouve ça absolument déplorable. J'ai fait toute une série de tweets sur la question, en déclarant que Donald Trump était en train de salir son début de présidence et ses bons résultats en interne sur l'immigration et la lutte contre le gauchisme avec cet acte belliqueux de prédation, parce que c'est exactement ce que c'est. Et je rajoute, le pire, c'est qu'avec une attitude et une méthode différente, il aurait sans doute pu obtenir l'accord des Groenlandais, parce que les Groenlandais, vous leur proposez de rejoindre les États-Unis en leur donnant une liberté supplémentaire par rapport à la liberté qu'ils ont sous le régime danois, qui est déjà importante d'ailleurs. Enfin voilà, vous leur vendez les grands espaces américains, l'American Dream, bon... C'est pas si compliqué que ça de convaincre les Groenlandais, à mon avis. Mais on n'accepterait jamais que Biden parle comme ça du Groenland. C'est pas possible. Comme je le dis dans mon tweet, on n'est plus au 19e ou au 20e siècle, au début du 20e siècle. Les conquêtes territoriales agressives, c'est plus acceptable dans le monde d'aujourd'hui. Même au-delà de la bien-pensance générale, etc., on est entre alliés, bordel, on est entre alliés européens, on est entre pays d'un même espace civilisationnel, au sens large. Je veux dire, les États-Unis et l'Europe ne sont pas des ennemis, ne sont pas des adversaires, ce sont des cousins, bon, voilà, et qui d'ailleurs ont les mêmes intérêts, on va y revenir. Donc là, on est dans une attitude qui est absurde, et même si on était d'accord avec Trump, on serait obligé de constater que cette attitude guerrière et objectivement incompréhensible, eh bien c'est un repoussoir total pour les Européens. Voilà, alors je développe tout ça, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, je vous invite à lire mes tweets sur la question, mais je pense que c'est très clair que là il est en train de faire quelque chose qui est absurde, hein. Je répondais à quelqu'un qui se félicitait quand même plutôt de cette chose-là, et je lui disais si Biden avait proposé cela en tenant des propos aussi belliqueux à l'encontre des Groenlandais et des Danois, tu aurais légitimement pété un plomb. Trump avait déjà une base militaire et aurait pu négocier sans problème des avantages énormes supplémentaires auprès du Groenland et du Danemark. Enfin, c'est évident que Trump aurait pu négocier en coulisses et avoir quasiment le Groenland à lui tout seul, en fait. En tout cas, avoir des conditions de liberté et d'exercice militaire et même économique, d'extraction des ressources minières, etc. Il aurait pu avoir beaucoup de choses. Et je continue, hein, il aurait même pu, avec une autre attitude et d'autres méthodes, prendre possession pacifiquement du Groenland à moyen ou long terme, avec une campagne d'influence, des négociations privées
avec le Danemark pour leur dire ce qu'il leur dit là, mais en privé, parce que c'est pas une foire en fait la diplomatie internationale, surtout entre alliés. Bon. Et ensuite un référendum pour conclure l'affaire. Ça, c'était possible. Il ne faut pas faire ça de cette manière-là. Et comme je dis, là, son attitude envers un pays allié et un peuple groenlandais vu comme du mobilier sans poids décisionnel a braqué tout le monde. Comme pour le Canada. Le Canada aussi, c'est costaud. Hein. Il a remis en selle Trudeau et la gauche canadienne, quoi. Enfin, c'est comme je conclue, hein, c'est objectivement n'importe quoi. C'est objectivement n'importe quoi. Bon, bref. J'ai déjà trop fait par rapport au fond du dossier groenlandais, mais c'est pour que vous compreniez un peu ma logique. Trump, dans ce dossier, se positionne comme un adversaire de l'Europe. Bon, pareil, un jour, Vance, le vice-président américain, tient un discours parfait sur le besoin vital d'une unité du monde européen contre l'immigration et le gauchisme, et le lendemain, eh bien, il décide de se rendre au Groenland dans une manœuvre, quand même, diplomatiquement indéfendable à l'encontre du Danemark, qui est un pays européen. Donc on ne peut pas un jour prôner l'unité nécessaire du monde européen face à des menaces existentielles qui sont effectivement très importantes, et le lendemain on ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Donc pour conclure sur ce sujet, tout en restant concis, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas des ennemis de l'Europe, mais ont décidé d'être des adversaires. En tout cas, ils ont décidé de brusquer les Européens au point peut-être de provoquer une rupture. Alors je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas, l'Europe doit réfléchir à ça. À titre personnel, je suis catastrophé par ça parce que j'aurais adoré qu'il y ait une unité justement avec les États-Unis de Trump et que dans une démarche positive, ils nous aident à sortir de l'ornière gauchiste dans laquelle on est embourbé là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Trump, c'est plus un repoussoir qu'une aide. Donc ça, franchement, c'est un gâchis phénoménal. Bon. Au-delà de cette menace américaine, il y a bien entendu la menace chinoise. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un long développement pour vous expliquer en quoi la Chine est une menace géostratégique pour les Européens, mais aussi d'ailleurs pour les Américains. On voit ici le titre de cet article du Monde, la Chine met en scène sa solidité économique à l'aube d'un conflit commercial mondial. Et il n'y a pas seulement sur le plan économique que la Chine est une menace pour l'Europe, mais bien entendu sur le plan militaire avec une hausse de 7,2% pour le prochain budget militaire chinois. Donc c'est évidemment colossal. Et bien entendu que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il y aura possiblement un affrontement avec la Chine, économique et militaire. Et dans ce cas-là, il faut qu'on soit prêt en tant que Français, mais aussi en tant qu'Européens. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut accepter quand on est un nationaliste français, c'est que l'échelon national français, face à des blocs géopolitiques comme les USA, comme la Chine, etc., c'est pas la même chose qu'une Europe unie. Et d'ailleurs, la France au sein d'une Europe puissance, eh bien, elle aurait un rôle primordial, essentiel à jouer. Elle pourrait faire valoir énormément de choses. En premier lieu, son armée, bien entendu. Bref, en tout cas, l'Europe doit s'unir face à ces menaces géostratégiques, mais aussi face à des menaces idéologique et démographique. D'abord, pour faire face au gauchisme, à cette idéologie de gauche qui nous attaque frontalement, ou plutôt qui nous attaque de l'intérieur en rongeant nos défenses immunitaires civilisationnelles et en détruisant finalement la grandeur, la beauté, l'excellence de la civilisation européenne. Le gauchisme est un ennemi mortel pour l'Europe. La France n'est pas seule face à cet adversaire. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, enfin bref, tous les pays européens sont confrontés à ça. Même d'ailleurs, les États-Unis, l'Australie, etc. C'est pour ça qu'une unité européenne au sens large, ça serait vraiment parfait. Voilà. Mais on est confronté à ces menaces et c'est ensemble qu'on pourra y répondre. Pareil, il y a la menace de l'immigration extra-européenne. Tous les pays d'Europe sont confrontés à cette menace démographique. Bon, eh bien c'est pareil, là, ensemble, qu'on fera front et qu'on luttera, parce que la frontière européenne, elle n'est pas en France. Elle est au large de l'Italie, elle est au large de l'Espagne. Donc il faut qu'on réagisse ensemble, c'est absolument vital. Sur tous ces sujets, l'Europe doit absolument se réveiller. La mollesse des technocrates européens à Bruxelles n'est pas acceptable. Il est nécessaire de regarder ce qui se passe dans le monde de manière réaliste et donc en finir avec l'aveuglement gauchiste. Nous avons également besoin de nous définir en tant qu'Européens de manière positive, c'est-à-dire pas seulement en opposition à la Chine par exemple. Il faut assumer que nous appartenons à une civilisation qui a des intérêts en commun et une identité propre. Et cette identité européenne, c'est la grandeur, c'est la beauté, c'est l'excellence, et c'est certainement pas de se laisser humilier par la Chine, par le tiers-monde et par les gauchistes.